Bonjour les petits champignons. Aujourd'hui, une nouvelle aventure artistique. On va essayer d'attraper un Pokémon. Une créature qui puisse aussi nous ressembler. Alors vous savez tous ce que c'est qu'un Pokémon, mais nous, on va essayer d'approfondir un peu plus notre compréhension de cette créature au sein de cette vidéo. Mais avant, jingle. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va aborder une réflexion autour du Pokémon et comment le Pokémon est à la fois une transformation de notre perception de la réalité, comment elle est une représentation et donc découle d'une transformation, et comment la transformation peut être un lien avec le détournement. Et donc explorer l'idée du détournement avec ce concept du Pokémon. C'est une pratique qui a à la fois des racines assez profondes, puisqu'elle remonte à l'Antiquité, où on avait déjà l'utilisation d'armes qui servaient ici à, par exemple, empoisonner l'ennemi. Mais on retrouve aussi dans la fiction, dans la bande dessinée, le cinéma ou encore d'autres médias. On peut prendre l'exemple du film Shaun of the Dead, où on a un humour qui découle directement du détournement des codes du genre zombie afin de créer ici une comédie. Mais évidemment, l'influence du détournement s'étend également au domaine du jeu vidéo, des publicités ou encore des réseaux sociaux. On a les marques comme Allspice qui ont intelligemment détourné des conventions publicitaires afin d'obtenir des résultats qui sont à la fois comiques mais aussi efficaces en matière de communication. Évidemment, les réseaux sociaux, vous les connaissez, tels que Snapchat, TikTok, Instagram, sont des terrains en fait propices à la création de détournements. On a à travers des photographies, des vidéos, des jeux, des blagues et des défis. On peut prendre l'exemple du confinement, où il y a de nombreux internautes qui se sont amusés à reproduire des œuvres d'art avec des objets du quotidien. Ils ont pu ainsi apporter créativité et humour pendant le confinement. Prenons l'exemple de Tortank, un Pokémon, comme vous le voyez, qui est quand même assez emblématique de la première génération, qui a été créé en 1996 par Satoshi Tajiri, et qui a fait son apparition donc dans les premières versions de cartouches Game Boy. Il appartient, ce Pokémon, à des Pokémon les plus populaires. Il a captivé notamment les générations qui ont grandi avec cette première génération dans les années 90. Et lorsqu'on observe ce Pokémon, on le perçoit en fait, vous pouvez voir une créature qui est à la fois familière, mais aussi transformée. Une sorte d'animal métamorphosé pour le combat, doté de capacités extraordinaires qui vont le rendre parfois semblable à un monstre ou une créature imaginaire. Il est intéressant aussi de noter que les Pokémon sont des créatures qui sont inspirées en fait des esprits yokai de la mythologie japonaise, mais je ne vais pas revenir dessus en détail. Nous, on va se pencher sur la figure de Tortank, fusion assez unique entre la forme d'une tortue et celle d'un char d'assaut. Vous pouvez voir, la création d'une telle entité en fait nécessite une réflexion approfondie sur la forme, qui est un élément crucial dans toute démarche artistique, puisque la forme, elle va déterminer en grande partie notre perception. Et c'est l'ensemble des caractéristiques, de ces caractéristiques-là, qui va aboutir à une réalité concrète ou abstraite. Dans le cas de Tortank, on identifie à la fois la forme de la tortue, mais aussi celle du char d'assaut, en évoquant ici une réalité plutôt concrète. De plus, on a aussi, vous pouvez le voir, la couleur, qui va jouer aussi un rôle prépondérant dans cette représentation. Vous le voyez, la teinte bleue présente chez Tortank revêt une importance particulière, puisque elle est à la fois une influence sur la manière dont la lumière va se réfléchir sur la surface de ce Pokémon, et donc simuler une luminosité. Les nuances de couleurs, elles, contribuent à créer cette ambiance visuelle. Pour illustrer cela, on peut faire le parallèle ici avec le travail artistique de Sonia Delaunay, qui manipule, elle, les différentes nuances pour créer des impressions un peu distinctes. En outre, la matière, vous pouvez le voir, intervient dans la création artistique, puisqu'il s'agit de choisir quand même la technique picturale ou pigmentaire qui va donner vie à la couleur.
Dans le cas de Tortank, la représentation combine forme, couleur et matière pour donner naissance à cette créature unique. La couleur, donc, là où elle est importante chez Tortank, c'est qu'elle est aussi symbolique. Elle est porteuse de sens. Le bleu, évoquant ici l'eau, et établit donc Tortank comme une créature aquatique. Mais bien que les Pokémon à l'origine soient numériques, et donc pixelisés, eh bien, ils ne possédaient pas de matière. Pourtant, la transition vers des œuvres pigmentaires qu'ils ont subies souligne davantage leur réalité. Ainsi, la forme et la couleur ne sont pas seulement des éléments de représentation pour les Pokémon, mais sont aussi essentiels pour leur donner vie et profondeur. En fait, ici, ce que je vous montre avec l'exemple de Tortank, c'est afin de mettre en évidence l'importance du détournement créatif, de la forme, de la couleur et de la matière dans la création artistique. Puisque ce Pokémon emblématique qui illustre justement la fusion de différents éléments qui sont donc la tortue et le tank, on peut voir aboutit à une représentation qui est captivante mais aussi mémorable. La figuration dans l'art, elle, consiste à représenter donc de manière perceptible, on vient de le voir, et reconnaissable. En fait, cela caractérise une œuvre qui cherche à donner forme à une réalité afin d'être perçue, touchée ou même dans certains cas goûtée ou sentie. Cette figuration, elle peut prendre diverses formes. Elle peut figurer des souvenirs en utilisant des odeurs ou figurer une forme en jouant avec le sens du toucher. Mais par essence, elle vise à incarner la réalité dans une forme tangible. À titre d'exemple, la figuration, on la retrouve dans des œuvres célèbres, comme vous le voyez ici, la Joconde de Léonard de Vinci. Cette peinture, elle représente de manière reconnaissable le personnage de Mona Lisa, ainsi que le paysage en arrière-plan, mêlant ainsi figuration et représentation. Et la représentation, quant à elle, elle implique le processus de faire apparaître l'image d'un objet, d'un personnage, d'un Pokémon, d'un paysage ou même d'un concept. Et vous le voyez, c'est particulièrement visible dans le domaine de l'architecture, où l'on fait des plans, des maquettes, afin de donner vie ensuite à des projets concrets. Si on revient ici sur la Joconde de Léonard de Vinci, qui a été faite entre 1503 et 1517, celui-ci combine habilement la figuration du personnage de Mona Lisa, la représentation d'un paysage, crée une image à la fois reconnaissable et symbolique. En fait, vous le voyez, le figuratif, c'est ce qui va caractériser quelque chose qui va tendre vers un certain réalisme, en tout cas vers une reconnaissance immédiate de ce qui est représenté. Prenons l'exemple des tournesols de Vincent van Gogh, qu'il fait entre 1887 et 1889. Eh bien, malgré les coups de pinceau, qui sont apparents, vous voyez quand même un certain réalisme minutieux, puisque les tournesols y sont instantanément reconnaissables. Ça montre comment la figuration peut transcender le réalisme photographique pour capturer l'essence d'un sujet. Dans des œuvres aussi plus fantastiques, comme La persistance de la mémoire ici de Salvador Dali, fait en 1931, où on découvre une représentation qui est vraiment surréaliste. On a une représentation, en tout cas une présentation d'une créature étrange, qui fond comme ça sur une plage, avec les horloges qui fondent aussi. On a une image assez étrange, mais néanmoins compréhensible, qui illustre le pouvoir de la figuration, même dans des contextes oniriques. Et l'observation, c'est un pilier fondamental dans la création d'une figuration précise. L'artiste, il utilise des techniques de dessin pour interpréter la réalité en y apportant sa propre perspective. L'observation va donc au-delà de la simple reproduction, car le geste du dessin devient une manière d'exprimer et d'interpréter le monde qui nous entoure. Ainsi, l'acte de dessiner permet à l'artiste de capturer non seulement l'apparence visuelle, mais aussi la signification et l'émotion qui en découle. Chaque artiste apporte son style graphique, unique, à travers ses gestes de dessin, et ce qui contribue donc à la richesse de l'expression artistique. Finalement, la figuration et la représentation jouent un rôle essentiel, puisque c'est dans ce rôle que les artistes vont pouvoir exprimer la réalité, leur imagination à travers les œuvres, en utilisant des techniques variées et des perspectives uniques pour créer des images qui vont parler à nos sens et qui vont parler à notre compréhension du monde qui nous entoure. Mais le geste en art, vous allez le voir, est aussi profondément lié à l'outil utilisé par l'artiste, mais il représente surtout l'activité physique de l'artiste. Le geste, en fait, vous voyez, c'est le mouvement que l'artiste insuffle à la toile, par le biais de sa main. Ce geste peut même être créé en fait en utilisant d'autres parties du corps, moins conventionnelles, comme la bouche ou les pieds. Mais il y a un mouvement physique.
Et c'est ce qui permet à l'artiste de donner vie à une représentation. Et c'est intimement lié à l'outil aussi qu'il va utiliser. Que ce soit un pinceau, un crayon ou un stylo, l'artiste il utilise un instrument fabriqué pour transformer la matière et créer des représentations. Si je prends l'exemple du crayon, l'artiste en fait va transformer cette mine de plomb pour créer une représentation. Avec un pinceau, il va modifier la texture de la peinture, donner une forme à sa création. David Hockney, lui, il offre un exemple assez moderne en réalisant des œuvres numériques sur une tablette iPad. Pourtant, chaque geste de ses doigts va créer des formes et des couleurs et faire surgir donc une représentation d'une manière nouvelle pour l'époque. L'utilisation des nuances, elle, c'est une clé pour capturer la lumière, on l'a vu, mais créer des effets de volume et d'ombre dans une représentation artistique. Les nuances sont donc une variation en fait subtile d'une même couleur. On va du clair au foncé, du blanc au noir, ou même d'une teinte chaude à une teinte froide. Et ces nuances vont apporter en fait de la profondeur et une réalité à l'œuvre, en créant des jeux de lumière et d'ombre qui vont donner l'impression que les objets représentés ont une dimension palpable. Si je reprends l'exemple des tournesols de Van Gogh, on voit comment même des coups de pinceau visibles peuvent contribuer à créer des nuances et transmettre un sentiment de volume. Si l'on remonte dans le temps, vous pouvez voir ici la peinture, en tout cas des morceaux de reconstitution de peinture de la grotte Chauvet, qui date de moins 33 000 ans. Ces œuvres préhistoriques, en fait, elles illustrent comment nos ancêtres ont utilisé leurs mains, leur bouche et divers outils, comme du charbon de bois, pour représenter des animaux. C'est donc une figuration précoce qui montre une recherche de la représentation par observation, marque ainsi le début de l'expression artistique. Les œuvres de cette période, vous le savez, demeurent quand même assez fascinantes puisqu'elles incarnent à la fois la figuration et la représentation, tout en transmettant l'apparence de la créature observée et en y incorporant donc les nuances qui évoquent ici la lumière et l'ombre. Vous pouvez voir ici un exemple plus moderne de la fusion du geste et des nuances qui se trouve donc dans le dessin de cheval de Léonard de Vinci qu'il a réalisé au XVIe siècle. Ce dessin, assez saisissant, montre une certaine maîtrise des nuances, afin de créer un effet lumière sur le corps du cheval, ainsi que des zones d'ombre qui donnent de la profondeur. Le geste de Léonard de Vinci est capturé dans chaque trait, chaque courbe et chaque variation de pression de sa plume. Ce dessin d'observation, vous voyez, met en évidence la perspicacité de l'artiste dans la compréhension de l'anatomie et du mouvement, crée ainsi une représentation qui va être à la fois réaliste et fidèle à son sujet. En fait, le geste et les nuances, c'est des éléments essentiels dans la création artistique, puisqu'elles donnent vie à la figuration et à la représentation, tout en exprimant la vision unique de l'artiste et en invitant les spectateurs à explorer la profondeur et la signification des œuvres d'art. Bien, revenons aux Pokémon. Ceux-ci ne se limitent pas seulement à être des créatures représentées visuellement. Ils incarnent également le principe fondamental de l'évolution. Les Pokémon évoluent de manière progressive, vous le savez, comme nous pouvons l'observer ici avec l'exemple de Carapuce qui évolue en Carabaf puis en Tortank. Cette évolution, c'est une notion centrale puisqu'elle a des répercussions importantes, notamment dans la diégèse du jeu. Si je prends l'exemple de Bulbizarre, Herbizarre et Florizarre, chacune de leurs évolutions représente une modification, tantôt légère, mais tantôt plus marquée. L'évolution, elle va engendrer en fait, vous voyez, des changements, et en fait qu'ils soient partiels ou complets. Cette transformation, elle va renvoyer à deux aspects clés. Premièrement, il s'agit de la question de la modification. Par exemple, dans le cas d'Herbizarre, une opération va se produire qui va altérer le Pokémon initial afin de donner naissance à quelque chose de différent, en l'occurrence un Pokémon qui va être plus fort et confiant. Il y a donc un changement partiel, modifiant certaines caractéristiques. Mais si l'on se penche sur l'évolution de Bulbizarre en Herbizarre puis en Florizarre, donc on part de quelque chose de beaucoup plus éloigné, Bulbizarre, on constate que pour arriver à Florizarre, il y a des changements qui sont beaucoup plus marqués. Et ça illustre ainsi en fait une variété des modifications qui sont possibles. Cet aspect de transformation, on le retrouve dans diverses œuvres artistiques. On le trouve par exemple ici, vous le voyez dans la sculpture qui représente Daphné et Apollon, qui a été réalisée par le Bernin entre 1622 et 1625. On voit Daphné en train de se transformer en arbre afin d'échapper à Apollon. Cette métamorphose, elle se produit au sein même de la sculpture. Les mains se transforment en branches, les jambes en troncs, et racontent ainsi une histoire à travers la transformation figée dans l'œuvre. L'évolution des Pokémon, tout comme la sculpture du Bernin, transporte une narration.
Chaque étape de l'évolution va représenter peut-être un moment dans le temps, avec un début et une fin. C'est ce qui forme les histoires. Les Pokémon vont illustrer cette narration en montrant comment un Pokémon grandit, devient plus fort et va gagner en confiance. Les différentes étapes d'évolution peuvent alors symboliser le passage de l'enfance à l'adolescence, puis à l'âge adulte. Et vous le voyez créer une progression en 3 stades distincts. Donc ce principe d'évolution dans les Pokémon, ça se limite pas à une simple transformation, mais va offrir en fait une vraie trame narrative qui va évoluer en parallèle. Donc si on résume, l'évolution des Pokémon, ça va au-delà de la simple transformation visuelle. Ça exprime une histoire en mouvement, de la modification partielle à la métamorphose complète. Les Pokémon évoluent et grandissent, tout en servant d'exemple fascinant de la manière dont la narration peut être incorporée dans la représentation artistique. Revenons à notre Tortank, qui a évolué pour devenir une fusion assez intrigante, ici résultant de la combinaison entre la puissante image d'une tortue et l'imposant engin de guerre qu'est le tank. Cette fusion, elle illustre la notion de détournement, où l'élément initial est transformé et réinterprété pour donner naissance à quelque chose de différent et novateur. Le concept de détournement, vous voyez, est clairement observé ici puisqu'il y a une transformation qui s'opère et qui ouvre la porte donc à de nouvelles interprétations. L'influence du détournement artistique remonte à Don Quichotte et résonne d'ailleurs dans l'histoire de l'art. C'est un processus créatif qui consiste à s'approprier une œuvre ou un objet, lui conférant un nouveau rôle, une nouvelle signification et une représentation différente de sa forme d'origine. Dans le cadre de notre Tortank, l'idée de le transformer en une machine de guerre improvisée, détournée de son concept initial, illustre la manière dont le détournement peut conduire à des résultats artistiques assez étonnants. Mais cette notion de détournement, vous le voyez, ça trouve aussi également écho dans l'univers des Pokémon, puisque les Pokémon eux-mêmes représentent des détournements d'objets et de créatures animales qui sont déformées et transformées pour des fonctions inhabituelles telles que le combat. Les œuvres d'art elles-mêmes jouent sur la fonction subtile entre l'animal et l'objet, et va créer d'ailleurs aussi des combinaisons assez intrigantes et extravagantes, comme certaines explorations surréalistes de Salvador Dali. Par exemple avec le téléphone Homar qu'il réalise en 1936, un téléphone qui devient un objet fonctionnel, mais aussi une pièce surréaliste, qui brouille les lignes entre l'objet et l'art. Nous avons aussi l'œuvre Tête de taureau, de Pablo Picasso, qu'il fait en 1942, qui prend un guidon et une selle de vélo, afin de créer une tête de taureau. C'est un exemple assez emblématique de détournement. L'objet est transformé en une représentation artistique, et la fusion des éléments va défier les attentes et inviter le spectateur à remettre en question la réalité. Un autre exemple, c'est l'œuvre Déjeuner en fourrure de Meret Oppenheim en 1936, où vous voyez ici une tasse métamorphosée en un objet assez intrigant par l'ajout de la fourrure. Le détournement va altérer en fait la fonction d'origine de l'objet, créant ainsi une fusion assez unique entre le domestique et l'animal. Vous voyez ici Victor Bronner, qui de la même manière va mêler en fait mobilier et animalité dans L'Outable en 1947. Il révèle en fait une nouvelle signification et fonction à travers le détournement. On peut aussi examiner l'œuvre de Giuseppe Arcimboldo qui crée des portraits tout à fait singuliers. Donc c'est un artiste beaucoup plus ancien et pourtant il crée avec Vertum en 1590 un portrait composé de divers fruits et légumes. Sur cette toile, on a une fusion assez remarquable en fait de toutes les notions que l'on a abordées jusqu'ici. Vous voyez, on est confronté simultanément à une forme, à un visage, à un corps. Les teintes de vert et de rouge sont donc des nuances qui vont évoquer la saison printanière, et ceci est appuyé par le titre, Vertum. On a une œuvre donc qui est aussi une forme figurative, on y reconnaît le portrait, vous voyez aussi la présence distincte des fruits et légumes. On a en fait une combinaison parfaite qui capture l'essence du personnage représenté. Pour réaliser cette œuvre, à la fois surréaliste et réaliste, Arcimboldo a nécessairement dû étudier les fruits, les légumes et les fleurs avec minutie et passer par le dessin d'observation. Il a ensuite employé des outils de peintre et de dessinateur pour donner vie à ses idées. Les touches et les couleurs variées et les nuances de lumière permettent de créer ici le relief et de donner forme aux éléments. Au sein de ce portrait, on distingue aussi des zones plus claires et d'autres plus sombres, ce qui orchestre en fait cette subtile danse de la lumière qui confère donc du réalisme à la représentation. Toutefois, on est aussi face à une transformation subtile qui est présente dans cette œuvre. Les fruits et légumes, grâce à leur assemblage, vont se transmuter en un portrait animé. Vous le voyez, cette démarche va au-delà de la simple nature morte, puisqu'on donne forme à un corps. Et l'analogie se dessine avec les créations similaires.
puisqu'on peut ici faire le lien avec la fusion incongrue d'un homard et d'un téléphone dans l'univers surréaliste de Salvador Dali. Les nuances subtiles présentes ici comme sur le dessin de cheval de Léonard de Vinci ou encore celle de la grotte Chauvet, qui viennent compléter cette idée de représentation réaliste. Ou encore on a cette question de l'évolution qui était présente chez Daphné en arbre, qui soulignait le pouvoir transformateur inhérent à l'art. Ici le personnage devient un fruit ou les fruits personnages. Donc c'est à vous de voir, mais que ce soit par l'assemblage de matériaux comme pour la tête de taureau de Picasso et ici des fruits pour Archimboldo, la dimension de détournement elle est assez manifeste. Bien, et vous voyez, tout cela en fait me conduit normalement à la recherche de mon Pokémon, qui a incarné l'alliance parfaite entre la forme, la couleur, la figuration et la représentation, mais aussi un Pokémon qui évolue, se transforme et fusionne avec les attributs d'animaux et d'objets de manière innovante. Il est là. Je crois que c'est le moment d'engager le duel afin de l'attraper. C'est fini pour cette aventure sur le détournement artistique autour des Pokémon. J'espère que cette vidéo vous a plu. Maintenant, je vais essayer de trouver un lieu de vie pour ce nouveau Pokémon. Merci à vous, restez créatifs, au revoir.